Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, un autre épisode dans la série Entrepreneur. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous parler du défi de se trouver un associé pour démarrer une entreprise. Et c'est quelque chose de super important parce que vous allez partager votre business avec lui, vous allez faire la gestion des finances ensemble et vous allez sûrement passer plus de temps avec votre associé qu'avec votre blonde ou votre famille. Et d'ailleurs, ça peut même vous donner le goût de mélanger les deux, c'est-à-dire mélanger amitié avec business. Mais c'est pas toujours la meilleure idée. Se lancer en affaires avec un ami ou avec un membre de sa famille ou avec sa conjointe, c'est plate, mais ça peut créer des conflits. Parce que quand tu mélanges des relations personnelles et des décisions d'affaires qui impliquent de l'argent, évidemment, ça amène des discussions et souvent, il peut y avoir des divergences d'opinion. Mais quand tu es associé avec quelqu'un, de un, en tant qu'administrateur de la compagnie, vous êtes solidairement responsable. C'est-à-dire que chaque administrateur est responsable de la totalité de la dette. Ce qui implique qu'un créancier, donc quelqu'un que vous devez de l'argent, il peut poursuivre n'importe quel administrateur pour la somme qui est due. Il n'y aurait pas besoin de diviser la réclamation entre les deux. En d'autres mots, si un créancier revient contre votre compagnie et que c'est une obligation financière que les administrateurs sont caution personnelle, ben si votre associé n'a rien à saisir, ben c'est vous personnellement qui va devoir payer la dette au complet, même si vous êtes associé à 50-50. Si ton partner n'a pas d'argent, et que toi, tu as du cash puis des actifs saisissables, c'est toi qui se retrouves à devoir rembourser tout ça. Tu n'es pas juste responsable de ta moitié de la dette. T'sais, à 50-50, tu pourrais t'attendre à dire si on a une dette de 100 000, moi, ma responsabilité, c'est de 50, mais c'est pas le cas. Tu es responsable du total et c'est ça que ça veut dire solidairement responsable. Donc, clairement, c'est une réalité juridique qu'il ne faut pas prendre à la légère quand tu t'associes avec quelqu'un. Juste pour vous donner un petit exemple, mettons que vous partez une compagnie, puis là, au début, ça va bien, puis là, vous chargez des clients, puis là, tout d'un coup, les finances vont mal. Là, vous gérez mal vos affaires, puis là, au point où vous financez vos dépenses avec de la TPS TVQ, qui est les taxes de vente que vous chargez à vos clients, et que là, finalement, au bout de tout ça, ben, vous mettez l'entreprise en faillite. Mais premièrement, il faut savoir que au niveau de la TPS TVQ, le gouvernement peut revenir contre vous au personnel. Encore une fois, si vous devez, mettons, 30 000 $ en taxes à Revenu Québec et que ton ancien associé, il n'y a pas une scène, il n'est pas propriétaire, il n'y a pas d'actifs, ben, le gouvernement va venir chercher le montant au complet dans ton compte à toi. Parce que quelque part dans le temps, le gouvernement va se repayer et si ton associé n'est pas en mesure il n'est pas saisissable, ben c'est toi qui vas écoper. Donc, c'est comprendre la notion de solidairement responsable quand vous êtes administrateur d'une société par action. Et un autre défi quand tu as un associé en affaires, c'est que souvent, ton associé n'aura pas nécessairement le même rythme de vie que toi, il n'aura pas la même tolérance au stress ou les mêmes ambitions pour le futur de l'entreprise. Et ça, c'est surtout le cas si vous n'êtes pas rendu à la même place dans la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que si toi, tu as 35 ans puis que ton associé en a 55-60, ça se peut qu'il n'ait pas la même drive que toi au niveau de la prise de risque ou que vous n'avez pas non plus les mêmes besoins financiers, là, c'est-à-dire en termes de revenus. Mais il faut comprendre que, encore une fois, on reprend le scénario où vous êtes associé à 50-50. Quand l'entreprise verse des dividendes, c'est automatiquement 50% à l'un et 50% à l'autre, dans le cas d'un partage à 50-50. Mais autrement dit, si ton associé il veut se verser un 50 000 $ en dividendes et que toi, tu n'en as pas besoin, et que tu ne veux pas payer d'impôts personnels là-dessus, ben c'est là qu'il y a un petit problème. Parce que comme je vous dis, dès qu'il y a des dividendes qui sortent, ça va à un associé et ça va à l'autre. Et c'est justement là qu'une société de gestion, ça peut devenir intéressant. Je vous explique, il est possible que chacun des associés se crée une société de gestion, communément appelée un holding, et ce sont les holdings des associés qui vont devenir les actionnaires de la compagnie.
Avec cette structure-là, chacune des personnes, les associés, détiennent un holding et chacun des holdings détient la compagnie exploitante, là, la vraie compagnie. Et ça permet que si ton partner il veut prendre 50 000 en dividendes, ben, l'entreprise exploitante va verser le dividende au holding. Puis lui, ton associé, ben, il va le prendre à partir de son holding. De ton bord, oui, la compagnie va verser le 50 000 dans ta société de gestion, sauf que là, premièrement, c'est considéré comme un dividende intersociété, donc il n'y a pas d'impôt à payer là-dessus. Et le 50 000, il peut rester dans ton holding si du côté personnel, tu n'as pas besoin des fonds. Tu sais, l'idée, c'est que tu vas devoir payer de l'impôt là-dessus uniquement lorsque tu vas retirer la somme du holding vers ton compte personnel. Mais là, je diverge un peu. Là, au-delà de tout ça puis de la structure juridique, ça reste qu'il faut bien choisir son partner parce que, comme je l'ai dit au départ, il y a beaucoup de similitudes avec la vie de couple, le mariage et être associé dans une business. Et l'une des grandes difficultés là-dedans, c'est que il faut trouver quelqu'un avec qui tu t'entends bien, puis qui a sensiblement les mêmes valeurs que toi, puis qui a la même vision au niveau de l'entreprise. Mais en même temps, il faut aussi que vos compétences et vos aptitudes soient complémentaires. Tu sais, si vous êtes tous les deux des pros du marketing, ben il y en a un des deux qui est trop, là. Idéalement, il faut que les forces de l'un viennent compenser pour les faiblesses de l'autre. Je donne un exemple. L'un pourrait être super habile du côté de l'administration, de la comptabilité, de la gestion des finances, tandis que l'autre, il pourrait s'occuper des réseaux sociaux et du développement des affaires. T'sais, bref, il faut vraiment que l'autre actionnaire apporte quelque chose de concret dans le partenariat. T'sais, ça peut être son expertise, mais ça peut être aussi du cash. C'est possible que tu aies uniquement besoin d'un partenaire financier finalement pour lancer ton projet. Et dans tous les cas, pour avoir des parts d'une entreprise, il faut qu'il y ait réellement un apport, que ce soit un apport monétaire, un apport en termes de compétences, ou ça peut même être un apport en temps, parce que au début, tu travailles fort, mais tu ne ramasses pas nécessairement de salaire. Donc, ça peut être juste ça. Ton associé s'engage à fournir son temps et son énergie à bâtir le projet commun. Tout ça pour dire que tu ne donnes pas des actions d'une business à quelqu'un parce que c'est ton ami ou parce que c'est de la famille. Il faut qu'il y ait un apport ou un engagement qui justifie le fait d'être actionnaire d'une compagnie. Si ton ami est bon avec la publicité sur les réseaux sociaux, la meilleure stratégie, ça pourrait être de le prendre comme sous-traitant puis de le payer plutôt que de lui offrir des parts de ton entreprise. T'sais, sur le long terme, si finalement ton projet d'affaires fonctionne, ça va te coûter moins cher de faire ça que de lui avoir donné 10, 20, 30% de ta business. Encore là, ça dépend. S'il y a d'autres compétences qui pourraient être mises à contribution, s'il est prêt à te donner de son temps ou à travailler bénévolement, entre guillemets, ou qui est prêt à acheter avec de l'argent des parts de ton startup, ben là, c'est autre chose. Mais en résumé, surtout si tu as l'argent au départ, faut pas que tu prennes quelqu'un comme associé, que tu lui donnes des parts quand ça aurait pu être un sous-traitant ou un employé. Donc, c'est important de bien évaluer cet aspect-là. Et je vais terminer l'épisode avec la clause shotgun, qui est sûrement la clause la plus connue dans le monde des affaires. Par contre, si vous n'avez jamais eu de convention d'actionnaire avec une société par action, ça se peut que ça ne vous dise rien. Mais grosso modo, la clause shotgun, ça permet de faciliter la vente d'actions dans le cas où il y a une impasse entre les actionnaires et qu'on veut régler le dossier de la vente des parts sans avoir des gros frais d'avocat ou avoir des négociations qui s'éternisent. Je vous explique. Imaginons que toi et ton partner, vous êtes tous les deux actionnaires et que vous n'arrivez plus à vous entendre par rapport à la business en général. Là, ça ne marche plus. Dans ce cas-là, avec la clause shotgun, tu offres à ton associé de le racheter ses parts pour 200 000 $ et lui, il a deux choix. Soit il dit oui,
puis à ce moment-là, ben, il prend le 200 000 en échange de ses actions, donc tu l'as racheté. Sinon, le deuxième choix, c'est qu'il est obligé de racheter tes parts au même prix que tu lui as offert, donc dans ce cas-ci, 200 000 $. Et ce sont les deux seules options avec la clause shotgun. Et c'est ce qui fait que la clause est aussi efficace. Par contre, la clause est pas parfaite, c'est-à-dire que dans le cas où il y a un déséquilibre financier entre les deux associés, le partenaire qui est le plus fortuné, ben, il peut utiliser la clause shotgun à son avantage. Ce que je veux dire par là, c'est que si ton partner il a pas mal plus de fric que toi, dans les faits, il peut te forcer à vendre tes parts en proposant un prix que tu n'auras pas les moyens d'accoter. Et avec cette mécanique-là, le prix qu'il t'a proposé, ben, il pourrait être en dessous de la vraie valeur de tes parts. T'sais, exemple, disons que vous êtes associé à 50-50 et que là, votre business, ça vaut 1 million. Ton associé, il te connaît, tu es en affaires avec depuis X nombre de temps, il sait que tu es serré, puis là, il veut ramasser ta moitié de la compagnie. Donc, à ce moment-là, il se sert de la clause shotgun, il t'offre 400 000 pour tes parts. Théoriquement, si on regarde le business qui vaut 1 million, vous êtes à 50-50, ben tes parts, ils vaudraient 500 000 $, la moitié d'1 million. Mais toi, tu n'as pas les ressources financières pour le racheter à 400 000. Donc, de ton bord, tu n'as pas le choix d'accepter de lui vendre tes parts à ce prix-là, même si la valeur, même si ce n'est pas la valeur juste. Donc, c'est un peu l'angle mort de la clause shotgun. Mais bref, c'est vraiment important de faire une convention d'actionnaires quand vous démarrez une société par action, même si c'est une étape qui est plate. Ça peut servir plus tard si jamais la relation avec ton ou tes associés, ça ne fonctionne plus. C'est une convention entre actionnaires de base, ça coûte environ 600-700$ et ça sert principalement à définir les limites relativement à ce que vous pouvez faire avec vos parts. C'est comme le transfert des actions, la succession et les mécanismes de sortie tels que la clause shotgun. Mais en gros, la convention entre actionnaires, elle existe dans le but d'établir des règles prédéfinies avant qu'il arrive un conflit et que, justement, à ce moment-là, quand les associés ne s'entendent plus, ben, on avait déjà défini comment ça allait se passer à l'intérieur de la convention. Et là, je vous rappelle que je ne suis pas un avocat ni un notaire, donc le droit des affaires, c'est pas ma spécialité. Si vous avez des questions plus poussées là-dessus, je vous invite à contacter un professionnel et pas juste à vous fier sur un gars dans un podcast. Et sur ce, je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez aimé le podcast. J'espère que vous avez appris une couple de petites affaires. Et je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire, un review sur Apple Podcasts ou tout simplement à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.